Donc dans ce sillage que nous nous intéressons ce soir à la sécurité à l'école. On se remémore aisément les faits divers qui ont émaillé l'année scolaire dernière, marquant au passage la cote d'alerte de l'insécurité en milieu scolaire au Cameroun, entre enlèvement au primaire, bagarres, menaces, homicides, pornographie et consommation de substances illicites au secondaire. La communauté éducative semble larguée. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir dans un premier temps un seigneur de la CREI, son nom Adamou Kwotou. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir madame. Alors vous êtes professeur de lycée, dans un lycée de Nkonjok, c'est dans le... lycée bilingue de Nkonjok. C'est dans le Nkam, région du littoral. Effectivement. Ça se passe bien, la rentrée a bien démarré là-bas? Ça a bien démarré, nous tenons notre assemblée générale de rentrée demain. Et à vos côtés, on reçoit un géostratège, un consultant en stratégie. Son nom, c'est Charlie Kenyé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mademoiselle Kamga, madame ou mademoiselle, je ne sais pas. On saura. Madame. Madame, okay, enchantée. C'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie de l'honneur que vous avez placé en ma modeste personne pour pouvoir justement expliquer et apporter ma pierre d'édifice à la compréhension de cette actualité vue des Camerounais. Très habitué des plateaux télé, on peut vous voir ici et là pour apporter votre expertise au milieu de Camerounais qui nous suivent. Et enfin, pour boucler la boucle, on reçoit Arissou. Arissou qui fait partie du pouls des communicants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Bonsoir. Et bonsoir Madame Janice et bonsoir à mes co-discutants. Et je renouvelle ici mes amitiés amicales et cordiales à vos millions de téléspectateurs et téléspectatrices. Et permettez-moi d'adresser ici un bonsoir spécial, un bonsoir particulier au président national de notre parti, j'ai nommé son Excellence M. Paul Biya, et sa charmante épouse, Mme Chantal Biya, qui est pareil, présidente d'honneur de l'OIF-RDPC, sans toutefois aussi dire bonsoir à toute la classe politique du RDPC. Vous savez, le RDPC reste le parti politique le mieux structuré, le mieux organisé. Nous comptons plus de 350 sections. Nous sommes implémentés sur le plan national et sur le plan international. Donc nous sommes là pour apporter le développement, nous sommes là pour l'émergence de notre pays. Et merci encore pour l'invitation parce que c'est ça qui fait aussi l'honneur du RDPC d'apporter sa contribution pour la marche de notre pays. Le message est passé, on va mettre les pieds dans le plat sans transition. En faisant peut-être, on va commencer avec celui qui est peut-être concerné au premier chef, Adamou Kwotou. On va faire peut-être un rappel mémoire de ces faits divers qui ont émaillé l'année scolaire dernière, de ces drames, une quinzaine en tout environ, qui ont émaillé l'année scolaire dernière, tristement. On a le drame du lycée bilingue de Deido le 29 mars, où l'élève Blériot Tsanou, 17 ans, passait de vie à trépas en voulant protéger sa camarade de certains racketteurs qui avaient été exclus de l'établissement. Le 6 avril 2022, c'était au tour du principal d'un complexe scolaire du côté de Nkol-Bissod, dans la périphérie de Yaoundé, qui se faisait poignarder par un élève, origine du litige, un pull vert confisqué. Heureusement, il a survécu à cette attaque. Le 14 avril, une bande d'élèves se rendait coupable à Kribi des faits de pornographie. Alors, s'il fallait poser une question pour ne citer que ces exemples-là, avez-vous l'impression, en cette rentrée scolaire, qu'on a retenu la leçon? Théoriquement, on peut dire oui, madame, mais pratiquement, on est porté à en avoir des doutes. On peut dire oui, on a compris parce que des mesures ont été prises. Du moins, on nous a dit que des mesures ont été prises. Je ne vais pas les énumérer toutes, mais il me suffit ici juste de signaler qu'on avait dit qu'on va installer dans tous les établissements des caméras de surveillance. Cela indiquait déjà qu'au niveau de notre hiérarchie, il y a une prise de conscience de ce que la question de la sécurité en milieu scolaire est primordiale. Maintenant, nous abordons une nouvelle rentrée et ces caméras de surveillance, nous ne les voyons pas.
ça veut dire qu'il y a un problème de réalisation des projets. Le tableau est bien triste, madame, parce que lorsque nous nous levons chaque matin pour aller à l'école, nous ne sommes pas sûrs de revenir vivants. L'école aujourd'hui s'assimile à un champ de bataille où on n'est pas sûr de conserver sa vie lorsqu'on est de retour. C'est bien malheureux parce que quand on observe le théâtre de ces violences, il y en a plusieurs types. Il y a des cas de violence entre élèves, Oui. des cas de violence entre élèves et enseignants, des cas de violence même entre enseignants. Et chacun de ces cas appelle à une réflexion particulière. Les causes ne sont pas toujours les mêmes et les conséquences non plus. Mais il y a un dénominateur commun à ces différents cas. Le dénominateur commun est que nous sommes dans un système qui, je veux dire, souffre des tares de la société en général. C'est-à-dire que l'insécurité qui prévaut aujourd'hui en milieu scolaire n'est que le prolongement de l'insécurité qui se passe déjà dans la société. Mais revenons à votre cas. Vous qui êtes enseignant au lycée bilingue de Konjok, comment est-ce que la sécurité est organisée au sein de votre établissement? Est-ce qu'il y a des vigiles? Comment est-ce que étudiants, élèves, autant pour moi, et enseignants sont protégés de ce côté-là? Oui, au lycée bilingue de Konjok, comme dans tous les autres établissements au Cameroun, il y a des systèmes de sécurité qui sont malheureusement fragiles. Alors, on a une surveillance générale qui est chargée de s'occuper de la sécurité dans l'enceinte de l'établissement. Et cette surveillance générale appelle souvent à son secours des surveillants de secteur qui généralement ne sont pas des enseignants formés. Donc, ils ne sont formés ni en pédagogie, ni en question de sécurité. Ce ne sont pas des hommes en tenue. Donc, vous voyez que là, il y a déjà quelque part des lacunes. Il y a déjà des lacunes. Donc, avec ces lacunes, nous sommes obligés de nous battre. Nous sommes obligés de nous battre comme ça. Et c'est difficile d'échapper à des cas de violence. C'est difficile. La question surtout, c'est comment en sommes-nous arrivés là? Et peut-être qu'on en discutera après. Oui. Comment faire pour sortir de cette situation? On y arrivera. Le temps pour nous de passer peut-être la parole à Charlie Kenyé, qui est notre expert sur la question. Vous qui êtes habitué à adresser les questions de sécurité, quelle lecture vous faites de cette rentrée scolaire sous le prisme de la sécurité? Vous avez l'impression qu'on est parti sur des bases saines? Bien, déjà, il faut rappeler qu'il est très tôt pour analyser cette situation parce que je crois que nous sommes rendus à 3 jours déjà depuis le début de la rentrée, 3 jours de cours. Et il est très tôt pour pouvoir dresser... vaut mieux prévenir exactement, que guérir. pour pouvoir dresser un bilan. Maintenant, dans le cadre de la prévention, ce qu'on peut dire, c'est que sur le plan national, on se rappelle encore de cette réunion le 29 août qui avait été présidée par le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, à laquelle ont pris part le délégué général à la Sûreté nationale, le ministre de l'administration territoriale et bien d'autres professionnels, autorités dans le cadre de l'appareil militaire de défense du Cameroun, de nature à pouvoir véritablement rassurer les parents sur cette rentrée scolaire. Maintenant, ça c'est au niveau, je vais dire quoi, au niveau international, au niveau national, si je peux le dire ainsi. À côté de ça, il y a les réalités qui sont spécifiques aux établissements ou qui sont spécifiques aux régions qu'on ne peut pas rencontrer. C'est-à-dire que la spécificité, par exemple, de tel établissement ne peut pas être observée ailleurs. Donc, ça oblige quoi? Ça oblige qu'au-delà de ce qui avait été fait, à savoir baliser le terrain sur un plan national, il incombait justement aux responsables d'établissement de pouvoir déjà s'approprier ces éléments-là et à côté de ça également, de les actualiser avec le personnel
qu'ils encadrent. Quels éléments? C'est-à-dire que les différents protocoles qui ont été mis en place, vous savez, on parlait des questions de stratégie, on va pas les débattre ici sur un plateau. L'appareil militaire ne va pas également s'ébranler pour des adolescents, des ados. La place de l'armée n'est pas forcément à l'école. Entre autres, si vous permettez, il y a une veille de sécurité qui a été mise sur l'ensemble du territoire national en cette veille de rentrée scolaire pour faire en sorte qu'à chaque fois qu'une menace peut être annoncée quelque part, que la réponse tactique se fasse aussi rapidement que possible sur le terrain. Il y a également la mobilisation d'un ensemble de personnel. Je tiens à vous rappeler que ce soit dans le cadre de la police avec la Direction générale de la sécurité nationale, on a eu à mobiliser également un certain nombre de personnels dans le cadre de la défense. Il y a des militaires qui ont été mobilisés justement dans le cadre de la sécurisation et de la protection pour cette rentrée scolaire. Il y a des sites qui ont été aménagés. C'est pourquoi je vous ai dit des questions de stratégie ne se débattent pas sur des plateaux de télévision pour permettre à ce qu'une certaine rotation puisse se faire sans que cela n'impacte justement le processus de surveillance, pour qu'en permanence des personnes puissent être présentes sur le terrain pour pouvoir répondre aux différentes menaces qui pourraient se prononcer. Donc quand je parlais maintenant d'intégrer les différents chefs d'établissement, je parlais du fait, je crois qu'on a un enseignant sur le plateau qui vous a dit tout à l'heure qu'il a été prévu la pose des caméras de surveillance. Véritablement, quand vous parcourez les établissements scolaires sur l'ensemble du territoire national, est-ce que c'est une mesure qui est respectée? Non. À côté de ça, si vous prenez le cas des surveillants généraux, vous pensez que véritablement, face à ce que nous avons aujourd'hui comme défi sur le plan sécuritaire, autant pour moi, et qui engage nos enfants qui vont à l'école aujourd'hui, est-ce que vous pensez véritablement que les enseignants sont outillés pour pouvoir répondre efficacement? Je ne pense pas. Parce que regardons nos quartiers. Quand un enfant fait la délinquance aujourd'hui dans nos rues et quartiers, quand il vole, quand il braque, quand il menace sa maman à la maison, quelle est la sentence qu'on demande? On dit, toi, l'année prochaine, on va te faire rentrer à l'école. C'est-à-dire que dans la conscience populaire, on a l'impression que l'école, qui en réalité est le lieu de production du savoir, de création du Camerounais de demain, est devenu comme un cas de redressement par les parents. C'est-à-dire que les parents aujourd'hui, la sanction qu'on donne aux violents, aux délinquants, aux bandits même dans nos quartiers, c'est que l'année prochaine, tu vas rentrer à l'école. C'est-à-dire que ça fait en sorte quoi? Ça fait en sorte que cette personne qui en réalité ne devrait pas être à l'école, parce que l'école, c'est là où on fait le savoir, c'est là où on enseigne, c'est là où on apprend. C'est un sanctuaire. Mais on prend un brigand, on l'envoie là où on est censé protéger, enseigner, instruire des valeurs. Alors qu'est-ce qu'il fait? Non seulement il ne vient pas dans l'intérêt de véritablement apprendre, mais il devient une menace même pour l'enseignant. Est-ce que ce n'est pas l'une des vocations de l'école? C'est-à-dire que donner un canevas sain, une ligne directrice aux enfants, même s'ils sont indisciplinés, leur apprendre la discipline, les valeurs de civisme, de patriotisme. Est-ce que ce n'est pas quelque part une seconde chance, parce que on ne va pas les laisser en marge de la société? Je suis d'accord avec vous, mais sauf que ne confondez pas, l'école n'est pas un cadre de redressement. C'est-à-dire que je crois que si vous voulez redresser un enfant, il y a des lieux appropriés pour les envoyer. L'école est là justement pour apprendre aux enfants les valeurs civiques, l'éducation à la citoyenneté, le monde de demain, les apprendre à devenir des hommes. Vous allez apprendre à devenir des hommes à un enfant qui au quotidien, qui bat sa maman à la maison, qui prend des produits hallucinogènes, et vous allez demander à un enseignant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a déporter la responsabilité parentale pour donner à l'enseignant d'assumer. Vous pointez un doigt accusateur sur les parents? Non, ce n'est pas seulement les parents, c'est toute la société qui doit être accusée. C'est pourquoi j'interrogeais tout à l'heure les surveillants généraux. Est-ce qu'ils sont outillés à répondre à cette question-là? C'est-à-dire qu'indirectement, à cette veille de rentrée scolaire, je pense que le ministère aurait pu créer justement des colloques ou alors des séminaires, des cadres dans lesquels ces surveillants généraux devaient être actualisés à la conduite à tenir. En quel cas c'est-à-dire que si vous êtes en face de tel cas, voilà comment vous devez. Parce que l'année qui a été terminée, on s'est rendu compte que dans la plupart des cas que nous avons eu à constater, pour la plupart, les surveillants généraux qui relèvent justement de la sécurité des établissements ont été défaillants dans la réponse à certains cas. Donc on y revient pour ce qui est des ébauches de solutions. Le temps pour moi de demander peut-être à Arissou, vous, est-ce que la rentrée scolaire qui a été lancée lundi 7 septembre, on a ces manuels scolaires-là qui pourraient être considérés comme dangereux, les compas et autres, est-ce que tout aujourd'hui dans l'environnement scolaire, tout ou presque, ne pourrait pas être considéré comme dangereux? Est-ce que vous pensez que la communauté éducative a suffisamment pris ses précautions? Oui, madame, avant de répondre d'abord
votre question. Je vais ici adresser mes félicitations et mes encouragements aux enseignants qui ont repris la craie avec la rentrée aussi. Nous avons vu dans tous les 4 coins du Cameroun comment les élèves avaient l'engouement pour repartir à l'école. On a vu le 3 premiers jours, au début de la rentrée, nous avons vu dans les établissements, ils sont tellement remplis. Ça prouve qu'il y a de l'engouement, ça prouve que nous sommes là pour apprendre et les anciens aussi ont repris la craie par rapport aux grèves qui ont été annoncées, ils vont boycotter ainsi de suite. Et même avant le début de la rentrée, nous avons vu tout d'abord, le ministre de l'Administration territoriale a convoqué la réunion avec tous les 10 gouverneurs. Ensuite, nous avons vu le ministre de l'Administration territoriale qui est le porte-parole du gouvernement. Lui, à son niveau, il a invité les ministères en charge de l'éducation. Ils ont fait un point de presse. Et quand vous essayez de voir les statistiques, ça veut dire que en avance, les choses sont... La rentrée scolaire est effective. Effective. Et maintenant, mais est-ce que la question de la sécurité a été adressée? Naturellement, parce que quand vous essayez de voir toutes les réunions, Charlie a essayé ici de rappeler la réunion que le ministre de la Défense a eu à organiser. L'an dernier. Et c'est pour faire comprendre que la sécurité, il faudrait que les chefs d'établissement prennent aussi les responsabilités, parce qu'on a vu l'année dernière à l'entrée des établissements où les surveillants généraux ils faisaient des fouilles systématiques à l'entrée. Oui. Il y a même des fouilles inopinées. On voit des objets que les surveillants généraux retirent. Est-ce que cette rentrée, ils n'ont pas encore adopté ces anciens réflexes? Mais on souhaite que maintenant, pendant les vacances... Est-ce que ces mesures ne se sont pas essoufflées pendant les vacances? Non. On espère que lors des vacances, les parents ont eu l'occasion d'éduquer bien les élèves, parce qu'il faut noter que la responsabilité à 80% revient aux parents. Parce que l'élève qui part à l'école, il est l'image de ses parents, il est le fruit de tout ce qu'il a appris à la maison. Si par exemple l'enfant est tellement mal éduqué à la maison, il ne respecte pas ses parents, il ne respecte pas tout le monde, qu'est-ce qu'il va faire à la maison? Est-ce qu'il va donc respecter les enseignants? Est-ce qu'il va respecter l'ancien lambda qui est devant lui? Je pense que ça sera très difficile. Et maintenant, en ce qui concerne aussi le rôle pédagogique, les anciens aussi doivent aussi jouer le rôle d'éducateur, le rôle de sensibilisateur. Ils doivent aussi sensibiliser ses élèves. Parce que vous voyez, quand un ancien a 2 heures de cours pour transmettre de savoir aux élèves, il peut consacrer 5 à 10 minutes pour donner aussi certaines orientations, pour conseiller aussi ses enfants. Parce que, vous savez, les chefs d'établissement, eux, à leur niveau, sauf un cas majeur où s'il y a des problèmes qui se présentent à l'établissement, ils peuvent appeler maintenant le force de maintien de l'ordre. Maintenant, les petits cas, les petits problèmes qu'on observe au sein de l'établissement, le chef d'établissement en tant que proviseur ou bien principal, il peut s'organiser avec les personnels, les anciens, ainsi de suite, pour mettre en place la sécurité. Pour la sécurité dans les salles de classe. Et il y a aussi le club scout, il y a aussi le club... Il y a un club dans les lycées. Le club scout. Donc il y a le club scout où les élèves aussi s'organisent entre eux pour échanger avec les camarades les valeurs civiques. C'est pas suffisant, mais il y a aussi les médias qui doivent aussi jouer leur rôle. Parce qu'il faut noter que quand vous arrivez à la maison, vous voyez les enfants en train de regarder certaines séries, vous voyez les novellas, il y a même le dessin animé. Moi, j'ai pris un peu du temps pour suivre un jour. J'ai pris 3 minutes pour suivre le dessin animé. Est-ce que vous savez ce que les enfants sont en train d'apprendre? Nous, en tant que parents... La télé est généralement proscrite dans les ménages en tant que parents, nous, dès qu'on dit dessin animé, on laisse deviner que c'est pour les enfants. Mais ces enfants sont en train d'apprendre certaines méthodes. Eux, dès qu'ils arrivent maintenant à l'établissement, ils veulent donc appliquer. Il y a aussi le cas des réseaux sociaux qu'on oublie vite. Parce qu'il faut noter que tu vois un enfant de 12 ans, 8 ans, 9 ans, il a déjà un téléphone Android, il connaît toutes les applications, il connaît naviguer, il connaît tout. Donc c'est pour vous dire qu'il y a aussi les réseaux sociaux, il y a aussi même la société. Quand un enfant voit quelque chose dans les réseaux sociaux, il veut appliquer ça à l'école avec ses camarades. On voit les élèves qui bagarrent avec les surveillants généraux, on voit les élèves qui bagarrent entre eux. Là maintenant, il faudrait que maintenant nous, en tant que parents, on éduque bien ces enfants, et les anciens aussi dans les salles de classe, ils doivent aussi orienter ces enfants pour leur faire comprendre que vous êtes là pour construire votre avenir. Parce que si on a les élèves bien éduqués, si on a les élèves bien construits, on est en train de construire la nation. Arissou parlait tout à l'heure des fouilles systématiques qui avaient été, il y a quelque temps, instituées dans les différents établissements scolaires, publics ou privés, des fouilles inopinées également qui permettaient de saisir. On a vu en images dans nos différentes éditions de journaux bon nombre d'objets contondants avec lesquels les enfants venaient à l'école. Est-ce que
vous en tant qu'enseignant, mais également syndicaliste, il faut le préciser, vous avez l'impression que des actes majeurs ont été pris pour adresser la question de la sécurité. Je m'explique. On a eu des campagnes, par exemple, pour sensibiliser les enfants aux MST-Sida, aux IST-Sida. On a eu des campagnes pour sensibiliser les enfants à l'hygiène et à la salubrité. Mais est-ce que les mesures prises pour ce qui est de la sécurité à l'école n'étaient qu'au final des mesures cosmétiques? Bon, vous m'obligez à aborder la question des causes sous l'angle endogène d'abord, parce qu'après, il faudra aussi expliquer le côté exogène. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'école? Vous avez des enfants qui viennent de la société. Oui. La société a aujourd'hui développé des postulats selon lesquels les valeurs morales n'ont pas trop d'importance aujourd'hui. Nous sommes dans une société, excusez-moi de commencer par l'aspect exogène, donc pour que mon développement soit plus cohérent. Nous sommes dans une société de contre-modèles. Les enfants que nous recevons à l'école ont pour modèle des personnes qui sont sans valeur morale. Leur modèle, c'est des rappeurs, c'est des prisonniers, c'est des gens qui ont réussi leur vie à accumuler les biens matériels par des voies faciles. Et donc, nous recevons ces gens à l'école pour leur inculquer les valeurs d'intégrité, de rectitude morale. Et du coup, quand vous devez moraliser quelqu'un qui sait que ce n'est pas la violence qu'on résout un problème, que ce n'est pas la facilité qu'on réussit à solutionner ces problèmes, oui. Vous vous présentez à ce moment-là devant lui comme l'obstacle principal à son épanouissement. Voilà la réalité à laquelle nous sommes confrontés. C'est que nous sommes en face des enfants qui nous considèrent comme leurs ennemis, parce que nous leur enseignons des choses contraires à ce qu'on leur enseigne hors de l'école, dans les médias, dans les réseaux sociaux, comme M. Harissou le disait tout à l'heure. On leur enseigne des contre-valeurs. Les modèles, pour eux, sont en réalité des contre-modèles. Et donc, nous qui voulons leur ramener à la norme, nous sommes vus comme ceux-là qui les empêchent de tourner en rond. Donc, les oiseaux de mauvais augure. Et du coup, l'école va connaître cette violence que vous observez tous aujourd'hui. On dit que tout a bien commencé dans la sécurité, ça me surprend parce que si vous voyez les vidéos qui circulent sur la toile ces jours-ci, en à peine 3 jours de cours, j'ai déjà presque une dizaine de vidéos qui exposent des scènes de violence réelles, ce n'est pas des montages que nous vivons et cela inquiète. Cela inquiète. Ça inquiète quant à la poursuite sereine de cette année scolaire cette année. Parce que ceux qui sont le plus en danger dans cette affaire, ce sont les enseignants. La question centrale qu'il faut se poser ici, c'est pourquoi ce mépris des enseignants de la part de nos enfants? Pourquoi ce mépris? On signale qu'il y a également des élèves qui sont victimes de leurs camarades. Oui. On a le phénomène des awashers qui a pignon sur rue dans les établissements. Il s'agit de ces élèves qui sont parfois des dealers, parfois des délinquants, des voyous et qui rackettent leurs propres camarades de classe. Oui, nous avons souvent connu ces cas-là. Comment vous adressez la question au lycée? Très bien. La question ne peut commencer que par est-ce que l'exclusion est une solution qui marche? L'exclusion, c'est un cas vraiment... On n'y recourt que lorsqu'on n'a pas d'autre choix. L'exclusion, c'est l'ultime étape, parfois pour sauver les autres. L'exclusion se fait pour protéger les autres. Quelles sont les autres étapes avant l'exclusion? Il existe des cas d'observation. D'abord, avant l'observation même, on appelle l'enfant, on lui prodigue des conseils. Oui. Puis, si on constate qu'il continue dans sa mauvaise conduite, on va le blâmer. Il existe des cas de blâme et des cas d'exclusion temporaire. 3 jours, 8 jours. Et ceci toujours dans l'espoir qu'on va pouvoir le ramener à la raison.
Mais malheureusement, dans certains cas, bon, il faut aussi le souligner, hein, nous avons souvent réussi à ramener beaucoup de récalcitrants à la raison. Donc, nous, c'est pas comme si l'école avait complètement échoué dans la question de l'assainissement des mœurs en milieu scolaire. Non. Les enseignants abattent un grand travail qui, malheureusement, n'est pas souvent souligné. Oui, mais il y a du bon grand que vous réussissez à sauver malgré tout. On en sauve énormément. À vous, Charlie, je voudrais demander si, est-ce qu'au final, on a tendance à pointer, c'est vrai, un doigt accusateur sur ces enfants qui attaquent leurs profs, mais est-ce qu'au final, ce n'est pas eux les victimes? Peut-être des enfants, nous ne sommes pas psychologues, mais est-ce que ce n'est pas des enfants qui se défendent de la pression qu'ils ont de la société, peut-être dans le cadre familial, avec des familles qui sont généralement monoparentales, des conditions de vie difficiles où ils vivent sous le seuil de pauvreté, également la pression, un problème avec l'autorité, puisque généralement sur le plan familial, il n'y a pas l'autorité, la figure paternelle. Est-ce que finalement ces enfants ne sont pas plutôt des victimes? Non, nous sommes tous coupables. C'est-à-dire que si vous parlez de victimes, forcément, il faut adresser une culpabilité quelque part. Oui. Nous sommes tous coupables par rapport à ce qui se passe. Je crois que ce soit Harris ou encore mon frère enseignant tout à l'heure, il vous faisait savoir le problème. C'est-à-dire que c'est toute la société qui est à interroger. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a érigé la normalité en règle de normalité au Cameroun. C'est-à-dire que véritablement, il n'y a pas de valeur. Et on éduque nos enfants dans ce même contexte. Et lorsqu'ils deviennent, excusez-moi le terme, hors la loi, si vous me permettez, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve à faire? Ce qu'on trouve à faire, c'est de demander à l'école de les redresser. C'est-à-dire que nous, parents, on se détache de nos responsabilités pour demander à l'école, aux enseignants, de faire ce que nous, on a été incapables de faire. C'est pourquoi tout à l'heure, vous avez vu, j'ai parlé de la responsabilité des chefs d'établissement. Parce que si on questionne la sécurité, que ce soit au niveau de l'enseignant, que ce soit au niveau de l'enfant, délinquant soit-il, mais c'est un combat qui est au chef d'établissement. Les questions de sécurité, c'est une question de tous. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas parler de sécurité et vous pointez un doigt accusateur, par exemple, sur l'État. L'État fait ce qu'il a à faire aux autres acteurs de la chaîne, parce que c'est une chaîne. Il y a des acteurs qui interviennent tout au cours de la chaîne, aux autres acteurs de s'imprégner de ce que l'État a eu à faire pour pouvoir les adapter et les mettre en pratique. Aujourd'hui, on nous fait savoir que la plupart des établissements scolaires ont l'obligation d'avoir des caméras de surveillance. Ça fait partie. Pour ne citer que cela. Véritablement, quand vous faites le tour de nos établissements, est-ce que vous pensez que cette mesure, elle est respectée? Donc, il y a la question des moyens, du coup, qui se pose. Ça veut donc dire quoi? On ne peut pas parler de moyens, parce qu'à partir du moment où vous levez, vous créez un établissement, il y a toute une procédure. Je tiens à vous rappeler que... Peut-être que l'exemple pourrait venir des établissements publics. Je tiens à vous rappeler donc combien d'établissements au Cameroun naissent dans la clandestinité et fonctionnent même dans la clandestinité. Aujourd'hui, il y a également, parce qu'il faut le dire, les moyens que dispose l'État pour justement veiller au contrôle en termes de régularité de ces établissements ne suffisent pas. Ça, c'est un fait, il faut le dire. Ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que bon nombre d'établissements aujourd'hui au Cameroun fonctionnent dans la clandestinité. Je tiens à vous rappeler que le ministre de l'enseignement secondaire récemment et même de l'éducation a fermé une centaine d'établissements. Mais vous pensez que ça suffit? Il y en a beaucoup qui fonctionnent dans la clandestinité. Donc, c'est une question qu'il faut adresser à toute la société. Le parent qui va instruire ou qui va payer l'inscription de son enfant dans un établissement scolaire, est-ce qu'il se garantit, est-ce qu'il se rapproche justement des autorités de savoir est-ce que l'établissement dans lequel je m'en vais déjà inscrire mon enfant est agréé par l'État du Cameroun? De deux, est-ce que même le parent en lui-même, qu'il va enregistrer ou qu'il va inscrire son enfant, prend compte de respecter les conditionnalités qui s'obligent à tout le monde pour pouvoir peut-être inscrire son enfant en classe? Je vous prends un cas très simple, les anecdotes, parce que j'aime parler avec les clichés. La plupart de nos parents aujourd'hui, vous verrez que l'enfant a eu à être exclu au lycée, par exemple, de Mbandjok, de Kondjok. L'enfant a été exclu au lycée de Kondjok.
et le parent, et parfois vous avez que l'enfant était exclu, il n'a même pas passé la classe en année supérieure. Ouais. Le parent se plaît à aller payer, à aller négocier dans un autre établissement pour que non seulement on accepte l'enfant qui a été exclu ailleurs, mais qu'on le fasse passer en année supérieure. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est une responsabilité partagée. À partir du moment où on détache ça, la responsabilité parentale, qui fait en sorte que c'est une chaîne, à partir du moment où un maillon de la chaîne se détache de la chaîne, mais c'est toute la chaîne qui pose problème. Donc aujourd'hui, je pense que l'État, sur le plan sécuritaire, je vous ai parlé tout à l'heure, a joué le rôle qu'il fallait, a joué sa partition. Est-ce que le parent, à son niveau lui-même, a pris connaissance de cette partition et la joue à son niveau? Est-ce que les responsables d'établissement sont en train également de jouer cette partition à leur niveau? Je vous parlais tout à l'heure de ces surveillants généraux. Vous voulez lancer une année scolaire, les chefs d'établissement, avec des surveillants généraux qui n'ont pas été formés dans, je ne vais pas parler la gestion de la crise. Les arts martiaux, mais dans la gestion, que ce soit de la crise et même des conflits. Ne pas en venir aux mains avec les élèves. On fonctionne dans un système. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas détacher l'éducation du contexte actuel. Nous sommes dans un contexte où la violence fait pignon sur rue. Nous sommes dans un contexte où l'État fait face à de nombreuses menaces étrangères qui mettent en mal l'éducation dans bien des régions du Cameroun. Est-ce que, obligatoirement, après que l'État ait fait je veux dire quoi, cet état général de la sécurité sur le plan national, est-ce que les chefs d'établissement se sont imprégnés de ça avec les différents acteurs avec lesquels ils travaillent au quotidien pour pouvoir donner l'éducation et la sécurité à nos enseignants pour que ces mesures-là puissent se faire au niveau de nos enseignements? Les surveillants généraux, qui sont les seuls aujourd'hui à répondre face aux différentes problématiques d'insécurité qui se vivent dans nos enseignements, est-ce qu'ils sont outillés aujourd'hui à pouvoir répondre efficacement? Ça, c'est un point d'interrogation. Et à côté de ça, les parents, ma très chère, les parents aujourd'hui ont choisi en l'école un camp de redressement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des parents voient en l'école le lieu où, lorsque vous devenez violent, délinquant, à la limite même bandit à la maison, on vous envoie à l'école parce qu'on sait que c'est l'enseignant qui va vous redresser. Non seulement vous exposez l'enseignant, mais vous exposez également les camarades de classe, parce qu'on parlait tout à l'heure de cette violence entre camarades. C'est-à-dire que vous avez des gens qui pensent que c'est par la violence qu'ils peuvent tout résoudre. Et on a porté tout ça, on a déposé sur le dos de l'enseignant. À la fois l'éducation, l'instruction. Tout. Et aujourd'hui, on exige aux enseignants de faire ce que nous, parents, nous sommes incapables de faire. Et tout ça dans une malhonnêteté, dans une hypocrisie à nul autre pareil. Vous pensez que c'est trop pour les enseignants? C'est pas que c'est trop pour les enseignants, parce qu'il faut également le rappeler, ces messieurs font beaucoup. Je crois qu'on a un enseignant sur le plateau qui nous faisait savoir qu'il y a des grains qu'ils arrivent à sauver. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le monde qu'ils perdent, il y a des personnes qu'ils arrivent à ramener à la raison. Mais est-ce qu'aujourd'hui même, au niveau, que ce soit des enseignements, que ce soit éducation de base, enseignement secondaire et même dans le supérieur, est-ce qu'on donne les moyens à ces enseignants de pouvoir sauver le plus grand nombre de personnes possible? Parce que si aujourd'hui, ces enseignants arrivent à sauver 1, 2 sur les 10 personnes qui se proposent dans ces cas-là, est-ce qu'aujourd'hui, on met les dispositions à ces personnes-là de pouvoir passer de 2 à 4, 5, 6? Ce sont des questions qu'il faut se poser, qu'il faut adresser également. Il faut dire que le gouvernement, en tout cas, a adressé la question, et dans le train de mesures qui a été prise pour gérer l'insécurité à l'école, une brigade a été créée, une brigade scolaire, la brigade de contrôle, la brigade nationale de contrôle des établissements. Mais Monsieur Arissou, rentrée scolaire, est-ce que vous avez eu l'impression qu'ils sont très présents sur le terrain? Oui, vous savez, c'est une brigade qu'on vient de mettre sur pied, donc c'est de manière progressive. Elle existe depuis un moment quand même, elle était logée à Soie. Maintenant, les bureaux, c'est à Ouarda. Je suis d'accord. Et là, maintenant, il faut qu'on redynamise. On essaye d'améliorer, on essaie de voir qu'est-ce qui n'avait pas marché. Et maintenant, on essaie de voir avec une nouvelle académie qui s'annonce.
on essaie de faire un rétropédalage. L'année passée, est-ce qu'il y a eu des manquements? L'année-ci, avec cette brigade, il faut que chacun apporte ses contributions, chacun apporte sa force pour que la brigade joue pleinement son rôle. Je suis vraiment fier d'entendre qu'un ancien ici vient nous faire comprendre qu'ils ont réussi à redresser certains élèves. C'est une très bonne chose. Ça veut dire que c'est ça aussi le rôle de l'enseignant, de transmettre le savoir-faire. Parce que quand un ancien est devant ses élèves en salle de classe, il est un modèle. Nous, quand on était au lycée, on prenait les anciens comme nos modèles. Vous savez, d'autres vont vous dire que moi, je souhaite ressembler à tel ancien, tel ancien. Il y a aussi la manière que ces anciens affrontent aussi ces élèves. Parce qu'une fois qu'on voit, ils sont vraiment inondés dans les réseaux sociaux, avec la société et ainsi de suite, il faut que maintenant, eux, en tant qu'enseignants, ils essayent de trouver une stratégie de telle sorte qu'ils jouent le trait d'union entre aussi les parents qui sont à la maison et les élèves qui viennent à l'école. Parce qu'il faut noter que ces élèves passent tout la majorité de leur temps à l'école. Oui. C'est pendant les vacances de les congés, ils restent à la maison, mais ils passent plus de temps avec ces élèves parce qu'ils sont toujours avec ces enseignants. Tout ce que les enseignants demandent aux élèves, c'est ce qu'ils appliquent. Et maintenant, à la maison, une fois que ces élèves rentrent à la maison, ils doivent appliquer. Il faut un suivi. Même si on met une brigade, dans chaque établissement, on met les postes de police de gendarmerie. Si nous, en tant que parents, on ne joue pas notre rôle, on va échouer. Parce que si ton enfant sort, il part à l'école, est-ce que tu es rassuré que quand toi tu rentres du travail, est-ce que ton enfant était à l'école? Oui, s'il était à l'école, il faut qu'il te montre son cahier. Est-ce qu'il a fait le cours? Si oui, mais est-ce qu'il a les exercices à faire? Il faut un suivi quotidien pour qu'à la fin, on aura un résultat. Maintenant, si les parents disent que non, nous, on laisse ça à l'État, parce que il y a une brigade, il y a ceci, en fin d'année, nous n'aurons pas un bon résultat. Je pense que là où nous sommes, on est là pour apporter des contributions pour que l'année académique qui s'annonce, que ça ne se ressemble pas avec l'année qui vient de s'écouler. Il vient de donner certaines vidéos et ainsi de suite, mais on ne souhaite pas. C'est ça qu'on attend. C'est pas ça qu'on attend de ces élèves parce que je vous ai dit de l'entendre de mes propos. Si dans une société, on parvient à bien éduquer la société, on est en train de construire une nation. Maintenant, pour qu'on construise une nation, il faudrait que chacun joue son rôle en tant qu'éducateur. Parce que si ces enfants sont bien éduqués à la maison, je suis certain que madame, à l'école, ils vont respecter les enseignants. Et on observe aussi le cas des bagarres entre élèves et élèves. Bon, là, ça peut arriver, mais on condamne cela parce que les connaissances, les relations, c'est au niveau des établissements. Parce que si vous êtes des bons camarades, vous allez évoluer ensemble. Éduquer ces enfants à résoudre des problèmes autrement que par la bagarre. Effectivement, parce qu'il faut noter que s'il y a un problème, on peut rencontrer le problème partout, mais ce n'est pas avec la bagarre. On peut appeler ces deux enfants pour les expliquer, voilà. Mais il y a aussi le conseil d'orientation qui sont dans les établissements, qui jouent aussi leur rôle. Ces anciens font bien leur travail, mais il faut qu'ils continuent à faire en s'adaptant aussi avec la société, en s'adaptant aussi avec les réseaux sociaux. Et aussi, on est en pleine mondialisation, les choses sont en train d'avancer. Il faut noter que l'année scolaire de 2001, 2002 ou bien en 1997, ce n'est pas la même chose. Ce qui se passe maintenant en 2022. Donc, les élèves qui sont dans les établissements, ils essaient de copier ce qui se passe ailleurs. Et là, maintenant, nous, en tant que parents, on est toujours pour les montrer le droit chemin. On est là pour dire à ces élèves que nous sommes là pour vous montrer le droit chemin. Vous êtes là pour construire votre avenir. Vous êtes là pour apprendre à l'école. Parce que ce n'est pas du tout bien quand on voit les images à la télé de gauche à droite, on se rend compte que dans tel établissement, il y a eu la bagarre, dans tel établissement, il y a eu violence. On voit un élève qui bagarre avec son suivi général. Moi, j'ai eu la chair de poule de voir un jour que dans tel établissement, un élève hausse le ton pour bagarrer, pour mettre la main sur son suivi général. Le suivi général, les anciens sont des modèles. Nous, quand on était au lycée, si un ancien te demande de faire le suivi général, te donne un travail, tu l'appliques à la lettre. Tu n'as pas besoin de réfléchir parce que tu vas voir, c'est comme s'il est en train de te faire du mal. Non! Aujourd'hui, la peur du gendarme a disparu. Ça a disparu, mais là maintenant, à la maison, je supplie ici les parents qui nous écoutent, éduquons nos enfants, suivons ces enfants. Quand les enfants rentrent à la maison, demandez-les s'ils étaient à l'école. Si possible, il faut avoir le contact de certains enseignants. Si par exemple, à télé... Et il faudrait que aussi certains parents demandent à ces élèves les emplois du temps, même aussi dans les autres écoles de formation professionnelle. Ce n'est pas seulement dans les établissements scolaires. Il y a aussi dans plusieurs établissements. Il faudrait que si tu as un enfant qui part à l'école, tu dois
dois savoir qu'à telle heure, il a un défait tel que, ainsi de suite. Et si possible, tu contactes l'enseignant pour savoir est-ce que mon enfant était à l'école, ainsi de suite. Il faut une synergie, il faut si possible une campagne de sensibilisation entre les proviseurs, les chefs d'établissement, avec l'association des parents d'élèves, parce qu'au sein des établissements, les parents, ils s'associent en termes d'association, ils ont des associations. Et je pense que s'il y a toujours un cadre d'échange et de dialogue entre l'association des parents d'élèves et aussi les chefs d'établissement, je pense qu'avec cette sensibilisation, on va donc atteindre ce cap pour qu'on ne souhaite pas qu'il y ait bagarre dans les établissements. En tout cas, des mesures continuent d'être prises pour adresser la question de la sécurité à l'école, pour qu'on évite ces morts inutiles, ces morts de trop. C'est dans ce sillage qu'un helpline, un numéro vert, vient d'être mis sur pied pour pouvoir gérer ce type de cas. Si la réalisation le permet, nous allons suivre cet élément signé Karen Mezacha Choya et Serge Alain Zievou et on débriefe juste derrière. Les conseillers d'orientation ne courent pas les établissements scolaires, une ressource pourtant importante pour le cursus des élèves. Elle peut, dans la mesure du possible, juguler les fléaux comme la violence en milieu éducatif, observée dans moult établissements l'année dernière. Un exercice désormais assigné à ces téléconseillers du Helpline. 4 agents en poste, dont 2 d'expression française et 2 d'expression anglaise, pour répondre aux préoccupations des élèves, parents, pédagogues. À la question de savoir comment ça marche. Lorsque vous avez une difficulté, le centre a un numéro. Actuellement, il fonctionne avec le 242 237 000. Le centre ouvert aux apprenants et leurs accompagnateurs scolaires n'adresse pas uniquement des questions d'éducation, d'ordre social et professionnel. Il tend également à résoudre des problèmes d'addiction aux substances psychoactives. Des professionnels de la santé également greffés au processus. Ce centre d'aide ou d'appel a pour but de leur permettre de verbaliser. Il y a plusieurs spécialistes qui y sont. Et justement, en verbalisant, on peut donc directement les orienter vers un spécialiste. La digitalisation des enseignements dans le secondaire, telle qu'annoncée par la voie la plus autorisée, visiblement en marche. C'est la raison d'être du Helpline, ouvert ce 5 septembre à Yaoundé par Pauline Nalovalionga. Le choix du jour de rentrée scolaire 2022-2023 n'est pas anodin. Un appel également lancé pour un retour au cahier dans la paix, en zone sensible du pays surtout. La digitalisation va se poursuivre, puisque vous savez que le cyberespace, l'intelligence artificielle nous permet d'améliorer les contenus de nos enseignements. Le centre, qui apprend tant sur place, est déjà opérationnel, est ouvert à tous. Un numéro vert est en gestation. Le 242-237-000, c'est à ce numéro que répondra désormais le helpline mis sur pied par la ministre des enseignements secondaires. Pour vous qui êtes enseignant, solution pertinente ou pas? C'est une bonne solution, madame. C'est une bonne solution pour les citadins. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de zones au Cameroun qui ne sont pas couvertes par le réseau téléphonique. En Tam Carrefour, il n'y a pas de réseau. Les enfants ne vont même pas suivre. Bon, peut-être ceux qui utilisent l'énergie solaire pourront suivre ce reportage, mais appeler le télécentre là, en Tam, je ne le pense pas. On parlait tout à l'heure de la compagnie de police qui s'occupe de la sécurisation des établissements scolaires. C'est encore une bonne solution. Ici à Yaoundé, on a de très bonnes solutions. J'espère que cette compagnie va aussi envoyer ses éléments à Sorok, à Dobian, le rayon d'action, à Yingui, partout là, dans les zones reculées du pays. Nous l'espérons. Nous, en Conjo, on se plaint même pas. Mais il faut bien commencer quelque part. Oui, on a un commissariat limitrophe à notre lycée, donc ne serait-ce que la présence de ce commissariat... a un effet dissuasif. Voilà, un effet dissuasif. Mais pour les zones reculées, là, archi-reculées là, du pays, où parfois même l'accès routier n'est pas facile, est-ce que ces mesures vont marcher? Moi, je Il faut aussi dire que dans ces zones reculées, on n'a pas le même taux de violence à l'école qu'on a en ville. Ah non, pas toujours, madame. Pas toujours. Dans les villages, là, les mentalités ne sont pas toujours aussi faciles. Hein. C'est pareil partout. C'est pareil partout. Et moi, je me dis que l'accent doit être beaucoup plus mis sur celui qui est en contact avec les enfants, à savoir l'enseignant.
Parce que si vous observez ces cas-là, à la base, il y a toujours le mépris envers l'enseignant. Et pourquoi il y a ce mépris? Il y a le mépris parce que l'enfant, psychologiquement, ces modèles qu'il a dans sa tête, c'est des gens qui, physiquement, matériellement, économiquement, sont déjà assez assis. L'enseignant. Oui. Par contre, ils voient devant eux un monsieur qui les empêche de faire ce qu'ils veulent. Et pourtant, l'ensemble des accoutrements qu'il met durant toute la semaine n'atteint même pas la moitié du prix de sa paire de chaussures. Voyez un peu. Comment est-ce qu'il va le respecter? Il faut, si on veut véritablement lutter pour la sécurité en milieu scolaire, redonner à l'enseignant son autorité dans ce milieu-là. Et cette restitution de l'autorité de l'enseignant à l'école passe par quoi? Passe par une meilleure prise en charge matérielle. Les marxistes le savent très bien. Les conditions d'existence matérielle déterminent notre façon d'agir et de penser. Là, vous prêchez forcément pour la chapelle des enseignants, mais ces enfants qui se font racketter, qui se font poignarder ou déchausser ou, par leurs camarades, comment est-ce qu'ils s'en sortent? Les enseignants pourraient mieux lutter contre ces phénomènes s'ils sont eux-mêmes dans d'excellentes conditions de travail. C'est ça la question. C'est pour ça que nous, au SECA, le syndicat des enseignants du Cameroun pour l'Afrique, nous nous battons pour que les problèmes conjoncturels des enseignants soient résolus. Il y a des syndicats, des confrères syndicalistes là qui disent non, il faut mettre l'accent sur les problèmes structurels. On ne refuse pas. Le structurel, c'est l'objectif à atteindre. Oui. Mais on ne va pas trouver des solutions structurelles lorsqu'on a faim, lorsqu'on ne parvient pas à payer son loyer, lorsqu'on ne parvient pas à résoudre les problèmes élémentaires. Ces chaussures triangulaires, ces souliers à semelles triangulaires ou trapézoïdales que vous voyez dans les réseaux sociaux et qu'on attribue à l'enseignant. Mais quand vous êtes condamné, parce qu'on ne s'habille jamais comme ça, de façon volontaire, quand vous êtes condamné à porter ces accoutrements pour aller à l'école, comment est-ce que vous allez y mettre de l'ordre, de la discipline? Donc, si vous avez, par exemple, de meilleures conditions de travail, un meilleur salaire, vous pourrez facilement vous protéger contre les attaques des élèves. Vous imaginez un magistrat au tribunal qui donne un ordre et ne s'est pas exécuté, ou un sous-préfet qui, dans son arrondissement, donne un ordre et ne s'est pas exécuté? Pourquoi l'enseignant donne des ordres à l'école et les enfants ne l'écoutent pas? C'est parce que dans son être et son paraître, il y a une certaine indisposition. Vous pensez que le mal-être, c'est parce que l'enseignant tire peut-être le diable par la queue, qu'il n'y a pas ce respect-là dans sa relation avec ses apprenants? Je crois que, en réalité, ce que mon cher frère Yami venait de parler tout à l'heure, il appelait justement à une revalorisation du statut de l'enseignant au Cameroun. Je crois que c'est tout ce qu'il y a de plus normal. Parce que nous sommes tous ici sur ce plateau parce que quelque part des personnes nous ont façonnés. Ouais. Ils nous ont inculqué des valeurs. Ils nous ont apporté le savoir. C'est-à-dire que véritablement aujourd'hui, on construit une société avec deux grands types de personnes, avec des médecins, avec des enseignants. Si aujourd'hui, tel que c'est vu dans notre société, je pense que toute personne normalement constituée reconnaîtrait qu'il faille aujourd'hui revoir le statut de l'enseignant au Cameroun. Mais ça, c'est un autre débat. Mais je suis d'accord avec ça. C'est pour dire que quelque part, ce que l'enseignant venait de dire ici est vrai. Mais d'une part également, il faut questionner la société. C'est important de le dire. Vous savez, en matière de sécurité, on dit le risque zéro n'existe pas. Oui. C'est-à-dire que il n'y a pas une mesure de sécurité que vous pouvez mettre en place et que vous pouvez garantir qu'elle sera efficace à 100%. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Parce que dans la sécurité, c'est un élément qui est composante de trois choses. Et la première, c'est le désir. Et la deuxième, c'est la motivation. La troisième, c'est l'opportunité. Et nous,
Quand je parle de nous, je parle de nous tous. Oui. La meilleure façon de répondre aux défis de sécurité, c'est justement en trouvant les solutions de nature à pouvoir réduire au maximum les opportunités. Parce que le désir comme la motivation, ce sont des facteurs intrinsèques. Vous ne pouvez pas les combattre, vous ne pouvez même pas les savoir. Donc aujourd'hui, quels sont les mécanismes que la société, je laisse même l'État, que la société met en place pour réduire au maximum ces opportunités qui amènent les enfants à aller dans cette situation de crime. Est-ce que vous pouvez, vous, Madame Kamga, reprocher l'enfant du voisin à la maison? Parce que qu'on ne le veuille pas, la société est notre père éducateur. Si nous, parents, nous sommes des éducateurs, l'autre père éducateur de l'enfant, c'est la société. Avant, dans nos villages, lorsqu'un enfant arrivait, c'était l'enfant du village. Le village travaillait à ce que, après l'obtention d'un diplôme, s'il fallait qu'il aille en ville pour étudier ses écoles, le village se met ensemble pour que celui-ci aille en ville, réussisse. Et quand il réussissait, il rentrait au village, il devenait, c'est un bien du village, c'est un bien public. Est-ce qu'aujourd'hui, ces valeurs qui ont fondé la société africaine, elle est identifiable dans la société que nous observons aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui, la société qui est également notre père éducateur, peut se permettre aujourd'hui de reprocher un certain nombre de valeurs à X ou à Y? Le défi qui incombe notre société, je parle de la société camerounaise et de la société africaine en général, c'est ce que moi j'appelle la crise des valeurs. La dame qui au marché truque la balance pour gagner 5 francs dessus, vous pensez que celle-là, quelle est la moralité d'une telle personne qui elle-même est mère d'enfants et qui doit aller envoyer les enfants à l'école? La jeune dame qui s'en va déposer son dossier dans une structure administrative pour demander un emploi et s'en vient en saison de nuit, en tenue de soirée, non pas parce qu'elle va présenter la qualité de son CV, mais parce qu'elle s'en va séduire le monsieur qu'elle aura en face. Quelle est la moralité de cette dame-là? Le parent qui s'en va corrompre le chef d'établissement parce qu'il veut que son enfant passe en année supérieure. Quelle est la moralité de cet enseignant? La société en elle-même, elle est pourrie. Alors, si on ne rentre pas dans ces valeurs qui ont fondé la société africaine, qui faisaient en sorte que l'humain, la valeur humaine était au centre du débat. Parce que c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Est-ce que la valeur, est-ce que l'homme est aujourd'hui au centre de nos échanges? Est-ce que nos parents, nous prêchons par l'exemple par rapport à ce que nous attendons même de l'État? Parce qu'il est très facile d'interroger l'État. Mais l'État, c'est vous, c'est moi, c'est tout le monde. Bon, à partir du moment où l'État fait sa partition, est-ce que nous nous imprégnons de ça pour développer, mettre sur pied des mécanismes de pouvoir répondre efficacement aux opportunités que l'État a déjà mis pour pouvoir nous exprimer dans la société? Tant qu'on ne répondra pas à cette question, on sera toujours en train... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société voit à l'école, je disais tantôt, un camp de redressement. Est-ce que l'enfant qui a été échoué à la maison, qui est voyou, qui est bandit au quartier, est-ce que véritablement c'est à l'école que vous allez l'envoyer pour pouvoir le redresser? Et si oui, c'est l'école qui est censée le redresser, est-ce que vous avez donné les moyens à l'école de pouvoir répondre efficacement par rapport à la menace qu'il représente au niveau de l'école? On revient à vous, Charlie. Arissou, à court terme, quelles sont les mesures que chaque établissement pourrait prendre pour pouvoir garantir la sécurité à la fois du cadre éducatif, des enseignements, mais aussi des personnes? Oui, madame, je voulais d'abord faire un commentaire à ce qui concerne le reportage qui vient de passer. Oui. Il faut féliciter le gouvernement qui a apporté un plus en ce qui concerne la sensibilisation, en ce qui concerne la sécurité au niveau des établissements. On se rend compte que là, maintenant, on passe déjà à la digitalisation et c'est une très bonne nouvelle. Et là, maintenant, mon co-distant parle ici, soi-disant que dans certaines zones reculées, on se rend compte qu'on observe plus de violences dans les grandes villes. C'est rare quand même de voir des violences, bon, pas forcément, c'est rare de voir des violences dans les villes éloignées, dans les villes, villages éloignés. Donc, c'est pour vous dire qu'il a aussi fait, il nous a fait comprendre ici que les anciens sont mal habillés, mais lui, il est ancien, il est bien habillé. Donc, excusez-moi du terme. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des mesures que les chefs d'établissement, ils peuvent prendre sans ce que, au sein de l'établissement, il y a d'abord les fouilles systématiques. J'ai parlé ici, à l'entente de mes propos, les fouilles systématiques tout le matin, les surveillants généraux et aussi, même le censeur. Le censeur aussi, il peut venir en secours pour apporter un main aux surveillants généraux. Et il y a aussi
ils continuent à faire des visites inopinées parce que s'ils font des fouilles systématiques inopinées dans les heures de cours, je suis certain que même si un enfant a l'idée au moins de venir avec certains objets, s'il se rend compte que non, parce que ça là, va réduire. Ça va réduire. Et mais il faut dire qu'on mette aussi les enfants ont développé certains systèmes de camouflage. On a vu ces derniers jours sur les réseaux sociaux ces peignes-là, ces outils qui ont l'apparence de peignes, mais qui sont en réalité des armes blanches, des couteaux. Oui, et il y a aussi les parents qui doivent aussi jouer leur rôle. Je pense que nous tous aussi, tout revient aux parents, les parents qui nous écoutent. Et aussi à la maison, ils vont se rassurer. Par exemple, mon enfant qui part à l'école, qu'est-ce que c'est dans son sac? J'ai le droit de vérifier. Mais sauf si ton enfant refuse de te montrer son sac, là maintenant, ce n'est pas ton enfant. Mais ce qui est sûr et certain que ces parents aussi ont ces lourdes responsabilités de veiller à ce qu'ils vérifient tout le matin et même après en soirée, dès que ces enfants rentrent de l'école, il faut qu'ils se rassurent que qu'est-ce qu'il y a dans ton sac, comment était la journée. Et les parents, je mets toujours l'accent sur les parents. L'éducation d'un enfant, c'est la maison. Quand un enfant est bien éduqué, je vous dis que il représente sa famille, il représente tout, donc c'est une icône. Et les chefs d'établissement, à leur niveau aussi, avec l'appui du gouvernement, on a vu avec le télécentre, avec le numéro vert, ainsi de suite, avec la brigade, ainsi de suite. Ça sont des mesures qu'ils doivent maintenant fédérer les énergies pour que ça soit bien structuré et qu'on applique à la lettre. Et je suis sûr et certain que si on parvient à appliquer à cela et que les anciens aussi jouent pleinement leur rôle, le rôle d'éducateur, le rôle de sensibilisateur, le rôle d'encadreur aussi, il faut qu'ils encadrent ces élèves qui arrivent à l'école, parce que s'ils rentrent à la maison et ces enfants ils rentrent à la maison étant ceci, s'ils ont des idées dans la tête, ça sera un peu très difficile. À la maison, ils vont aussi reproduire. Donc, il faudrait que chacun joue son rôle en ce qui concerne l'éducation de nos enfants. Adamou, peut-être des propositions. Nous sommes en pleine rentrée, c'est le moment de prendre des bonnes résolutions. Comment sécuriser le cadre, les cours, mais également toutes les personnes, tous les acteurs qui sont à l'école. Effectivement, déjà il faut le souligner, nous sommes des êtres humains. Il n'y aura jamais une société dans l'histoire de l'humanité où on pourra dire zéro cas de violence ou zéro cas d'insécurité. Donc tout ce que nous faisons, c'est réduire à son strict minimum les cas de violence en milieu scolaire, sa plus simple expression. Donc il y a des mesures qui peuvent être prises. J'ai vraiment salué l'idée d'installer les caméras de surveillance dans tous les établissements. C'est une mesure dissuasive. Maintenant, il faudrait qu'on puisse surveiller les mouvements autour des établissements, parce que ce que nous constatons, surtout dans les villes, c'est que beaucoup d'établissements sont dans des endroits, entourés de boîtes qui ne scient pas à l'éducation, les bars, les snacks. C'est pas propice à l'assainissement de la mentalité. Donc, il faut déjà regarder cet aspect-là, que les établissements ne soient pas plongés dans des bruits. La pollution sonore. Des bruits qui pourraient constituer des obstacles à l'éducation des enfants. Oui. Il faut pouvoir surveiller les mouvements des enfants de leur domicile jusqu'à l'établissement. Comment on fait ça? Il y a des forces de sécurité, par exemple, qui pourraient assurer cela des domiciles jusqu'à l'établissement. On ne va pas mettre un gendarme derrière chaque élève pour le accompagner chez lui. Il y a un expert en sécurité ici qui pourra peut-être nous dire si cela est possible ou pas. Ça sera difficile quand même de mettre un policier derrière chaque enfant. Comme ça, on pourrait au moins éviter les bagarres autour des établissements. Éviter les cas d'élèves qui fuient les cours pour aller dans les bars, les vidéoclubs et autres, les salles de jeu. S'il y a des mesures de surveillance autour des établissements... Mais généralement, c'est aussi à cause des failles dans l'établissement qui se retrouvent dehors. Parfois, on a des vigiles qui ont peut-être un salaire minable. Les enfants le soudoient pour pouvoir sortir. Donc, c'est toute une chaîne. Il faudrait que les chefs d'établissement revoient peut-être les salaires des vigiles, des portiers. Merci beaucoup. Il y a aussi des endroits qui sont très connus où les enfants font le mur, mais où il n'y a pas de surveillance. Vous voyez que tant qu'il n'y a pas une prise en charge financière adéquate,
c'est difficile d'asseoir son autorité. Mais il y a des mesures comme la sensibilisation, prendre 5 minutes du coup pour expliquer aux enfants que lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un, il faut pas on ne résout pas les problèmes en envoyant. Cela est fait, madame. Cela est fait. Déjà, tous les lundis au rassemblement, on prend toujours du temps pour les sensibiliser là-dessus. Il y a des fouilles inopinées dans les salles de classe. Mais est-ce que ça suffit au rassemblement? Les professeurs titulaires connaissent leurs élèves. Ils ont cet avantage que dans le cadre de la salle de classe, c'est un petit écosystème et ils connaissent personnellement, nommément leurs élèves. Est-ce que ce ne serait pas peut-être à leur charge de... Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons eu à sauver beaucoup de cas. Malheureusement, les quelques cas qui nous échappent sont les plus médiatisés parce qu'il y a des conséquences il y a des drames. Voilà, il y a des drames. Mais s'il fallait faire des statistiques, je suis sûr que on pourrait établir que nous avons sauvé plus d'élèves que nous n'en avons pas pu. Merci. Charlie, on va boucler avec vous. Quelles mesures à court terme est-ce qu'on peut prendre à l'école ou à la maison pour pouvoir assainir au maximum l'environnement scolaire? Bien. Je crois qu'on a déjà commencé à énoncer quelque chose. Mais il y a une chose. Moi, je me souviens, quand on était encore à l'école, et avec un programme éducatif qui s'appelait Éducation à la citoyenneté. Il faut déjà qu'on laisse l'éducation se mouvoir. L'éducation n'est pas libre au Cameroun. C'est triste de le dire. Est-ce que nos programmes scolaires sont pensés par nos génies de l'enseignement? Quand vous voyez les programmes scolaires qu'on donne à nos enfants, est-ce qu'ils tiennent compte des réalités et des besoins de la société africaine? Je vous dis oui, moi je réponds oui. Permettez que je finisse. Est-ce que ce que nous on était à l'école, on nous apprenait l'éducation à la citoyenneté. On nous apprenait le savoir-vivre. L'éducation à la vie, et à l'amour. On nous apprenait ça. Est-ce que ce sont des programmes qu'on a retirés aujourd'hui de notre système éducatif? C'est-à-dire que, est-ce qu'on forme les enfants au patriotisme, à la citoyenneté, à comment vivre? L'unité nationale. Je fais cette régression. Quand moi j'arrive à Accra pour ma première fois, je me plais à acheter un épi de maïs que je jette dans une rigole. Vous savez, c'est un enfant de 6 ans qui me rappelle. Il me dit, Big brother, what you have done now is not fair. We don't do it here. Go and pick it and put it in the dust west. C'est-à-dire que ce que tu viens de faire n'est pas bien. Va ramasser et mets-le dans le bac à ordures. C'est un enfant de 7 ans. Indirectement, moi qui suis son aîné de très loin, la honte. C'est pour dire quoi? Il faut revenir à ces valeurs, à ces programmes éducatifs qui enseignent des valeurs. On les a perdus. 1. De 2, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, quand on parle de ce qui doit être fait, au niveau du ministère, ce qui a été mis comme suivi au contrôle, parce que nous sommes dans une société de libre marché. N'importe qui cherche à faire du gain. Des établissements scolaires naissent de partout. Parfois même sans remplir les conditions exigées par l'autorité administrative pour pouvoir ouvrir un établissement scolaire, dont la clandestinité. Est-ce qu'aujourd'hui l'État a les moyens de faire en sorte que la plupart des établissements scolaires que nous avons dans la société respectent les normes administratives? Parce que quand on parle aujourd'hui des caméras de surveillance, si vous installez une caméra de surveillance, il vous faut un poste de contrôle. Ça veut dire qu'il faut des vigiles qui sont formés à l'analyse de la caméra, parce que la caméra de surveillance ne s'installe pas comme ça. Ce n'est pas n'importe qui analyse la caméra de surveillance. Il faut savoir que celui-ci c'est suspect. Et il y a des personnes qui sont formés pour analyser les images des caméras de surveillance. Est-ce que l'établissement a les moyens de payer l'agence de sécurité, qu'il faut d'abord vérifier si elle-même elle est en norme, parce que légalement au Cameroun, il n'y a que 9 qui sont reconnus, mais à l'échelle internationale, il y a plus de 300. Autant de questions qu'on pourrait parler ici, mais c'est un défi qui engage tout le monde. Mais il faut le rappeler, et je chute avec ça, le parent est au centre de tout. Parce que c'est le parent qui, le matin, prend l'enfant pour l'amener à l'école et qui, le soir, va le chercher. Arrêtons de transformer ou de déporter ou de paralléliser nos obligations aux enseignants, aux chefs d'établissement, en oubliant les responsabilités qui sont les nôtres. Merci pour ces suggestions. En tout cas, bonne rentrée à tous les enfants qui ont pris le chemin de l'école depuis lundi dernier. On leur souhaite une bonne fin de semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. À suivre, vous l'avez vu, avec le concours de la réalisation coordonné par Thierry Camteau. À suivre, le grand journal, le Prime Time de Canal 2 International. Une présentation d'Alain Ghislain Kanga. Retrouvez la sulfureuse, la lumineuse Lille Piedjou demain à Douala pour une autre édition du débrief. Bonsoir.
sur Canal 2 International.